Et bonjour à tous, bienvenue sur la quotidienne juridique, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous êtes venus armés de tas de questions. Comment allez-vous? Comment ce mardi se passe pour vous? J'espère que vous êtes en forme. Et que vous avez des questions bien sûr, parce que je suis là pour répondre à vos questions. Et moi je me suis gardé une petite actu pour vous aujourd'hui, une petite actu, on va commencer par ça. Et je crois que le mardi c'est devenu un des jours les plus calmes. Le lundi ça va à fond. Sur Twitch et le mardi c'est plutôt calme. Mais c'est pas grave, moi j'en profite pour vous regarder un peu l'actu. Et salut Yas, la forme et toi? Tu passes un bon mardi. De mon côté, il commence à faire chaud par chez moi. Voilà, je voulais le dire. Je sais pas quel temps vous avez par chez vous, mais chez moi il commence à faire chaud. Un bon coup de soleil, mais sinon ça va. Et oui, mais c'est le problème du soleil. Il nous met des coups comme ça. C'est toujours pareil, hein, quand il n'y en a pas, on dit, on râle, mais on voudrait du soleil, il fait pas beau. Puis quand il y a du soleil, on est là à râler parce qu'on a pris des coups de soleil. Voilà. Et ben on est comme ça. On est des êtres complexes. J'ai vu passer un arrêté du 28 juin 2024 qui peut-être va vous intéresser. C'est pas tellement lié au droit des affaires a priori, enfin si c'est lié au droit des affaires, mais c'est lié, ça peut vous concerner aussi en tant que consommateur, je me suis dit. On râle tout le temps de toute façon, et bien sûr, on râle tout le temps. Mais est-ce que finalement, on n'aime pas un peu ça, râler, hein? Est-ce que c'est pas parce qu'on aime râler que finalement, on trouve toujours un petit prétexte pour râler, hein? Est-ce qu'en fait, à râler, c'est pas notre petit truc à nous qui nous fait du bien? Voilà. Je ne sais pas. Alors, du coup, cet arrêté du 28 juin 2024, eh bien, il nous dit quoi? Il parle des obligations d'information du consommateur en cas de shrinkflation. Eh bien oui, on pourrait rajouter ça. La France, liberté, égalité, fraternité, râlerie. Voilà. C'est pas mal. Je vote pour. Ou râlage. Râlerie ou râlage? Gros râlage. J'aime bien. Du coup, on a un arrêté qui est sorti sur les obligations d'information en cas de shrinkflation. Alors juste peut-être, en fait ça m'intéressait qu'on parle de ça, parce comme en ce moment, notamment vendredi, on a commencé à parler des CGV. Quand on parle de CGV, bien sûr, on parle on va parler beaucoup d'informations entre le client et l'entreprise. Et du coup, je voulais revenir avec vous sur cet arrêté. Pour rappel, ce qu'on appelle shrinkflation, je vous l'écris dans le chat, la shrinkflation, ou en français, bien sûr, la réduflation. Alors, je n'invente rien. Sachez que je n'invente rien, je ne me permettrai pas d'inventer des mots. La réduflation. Voilà. Essayez, petit jeu. Ce soir, chez vous, en famille, vous avez l'obligation de caler le mot réduflation à table. Voilà. Si vous y arrivez, je sais pas, j'ai pas de récompense à vous proposer. Non, là on parle de... En fait, la déflation, c'est pas ça. La déflation, c'est l'inverse de l'inflation. En gros, la déflation, c'est la baisse des prix. La réduflation, c'est la baisse de la quantité du produit sans baisse du prix. Voilà. Donc, pour rappel, la shrinkflation, aussi appelée réduflation, est le terme utilisé pour définir la pratique commerciale selon laquelle le prix du produit augmente ou reste identique, tandis que la quantité vendue baisse. En fait, je vous prends un exemple simple. Vous aviez 10 cookies pour 3 euros. Désormais, le paquet de cookies, il est toujours à 3 euros, mais il n'y a plus que 5 cookies. Bon, je prends vraiment volontairement un exemple un peu extrême. Mais du coup, là, en fait, ce qu'on appelle la shrinkflation, ou réduflation. Et ça peut être une méthode commerciale qui est utilisée pour, par exemple, refaire ressortir la hausse du coût des matières sans augmenter le prix. C'est un genre d'inflation cachée. Et c'est pour ça que on a un arrêté qui sort sur l'information liée à ça, puisque la question c'est comment le consommateur peut être informé que sur le produit qu'il a l'habitude d'acheter, à savoir ce magnifique paquet de cookies à 3 euros, eh bien maintenant il y a des cookies en moins. Et qu'en fait ce n'est pas
ces enfants qui ont été piqués des cookies dans son dos. C'est juste qu'il y en avait moins. Voilà. Terrible, ces enfants voleurs de cookies. Donc, l'obligation d'information du consommateur imposée aux distributeurs en cas de shrinkflation ne concerne que les magasins à prédominance alimentaire. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, clairement, ça va être tout ce qui est grande surface. Ça va être concerné. Mais j'imagine que toutes les petites supérettes, les petits, voilà, tous les magasins qui font majoritairement de la vente de produits alimentaires. Les produits composés de plusieurs unités dont le nombre a été réduit sont visés par cette mesure. Donc depuis le 1er juillet 2024, vraiment la quotidienne juridique, on est dans l'actu. Depuis le 1er juillet 2024, les distributeurs qui commercialisent pour un prix identique ou plus élevé un produit de grande consommation préemballé à quantité nominale constante. Ah oui, par contre, même quand on parle de choses genre des cookies, on est obligé d'y aller avec des quantités nominales constantes dont la quantité a été réduite. Donc, je reprends, je commente, mais ça rend pas le truc très compréhensible. Donc, les distributeurs qui commercialisent pour un prix identique ou plus élevé un produit de grande consommation préemballé à la quantité nominale constante, donc c'est-à-dire en gros, quantité nominale constante, c'est-à-dire ça fait 5 ans que dans ce paquet de cookies, il y a 10 cookies, et d'un coup, maintenant, il n'y en a plus 10, quoi. Voilà, c'est vraiment c'est ça qui compte, ça qu'on parle quand on parle de quantité nominale constante, dont la quantité a été réduite, doivent, rappelons-le, apposer sur l'emballage du produit ou à proximité de celui-ci la mention suivante. Et là, quand je vous dis la mention suivante, c'est entre guillemets. Vous ne pouvez pas décider d'écrire autre chose. Et je vais vous la copier dans le chat, comme ça, si vous êtes concerné, vous pourrez l'utiliser. Donc, ouvrez les guillemets. Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y. Donc là, vous devez bien sûr remplacer X et Y par les unités. Et son prix donc là, par exemple, son prix au gramme, au kilo ou à la pièce a augmenté de X% ou X euros. Donc cette mention-là, eh bien, vous allez peut-être la voir maintenant dans les allées de magasins que vous avez l'habitude de voir, puisque c'est là-dessus que vous allez repérer potentiellement les produits pour lesquels il y a eu de la réduflation. Donc cette obligation concerne les distributeurs exploitant un magasin d'une surface de vente supérieure à 400 m². Ben voilà, on a la réponse pour tout ce qui est supérette. En gros, les petits commerces de proximité ne sont pas concernés. Globalement, 400 m², ça veut dire que ça va concerner bien sûr les supermarchés, les hypermarchés. Voilà. Et on parle toujours que de produits alimentaires. Donc les autres produits ne sont pas concernés. Cette mesure ne s'applique qu'aux exploitants de magasins à prédominance alimentaire. Elle s'applique aussi lorsque le distributeur commercialise pour le même prix ou un prix plus élevé un produit composé de plusieurs unités dont le nombre d'unités a été réduit. Dans ce cas, la mention devant être apposée par le distributeur est la suivante. Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y unités, son prix, blablabla. Voilà. Je crois que vous avez compris le principe. Voilà, donc un arrêté sur la shrinkflation ou réduflation qui est sorti et qui est applicable depuis le 1er juillet 2024. Je suis assez content. J'ai l'impression que chaque fois que je lis une actualité juridique, on se retrouve à découvrir des mots improbables comme la réduflation, qui me fait toujours beaucoup rire. Je crois que j'ai dû voir un truc comme ça chez Carrefour. Eh bien j'imagine que ça a dû commencer parce que c'était le 1er juillet. Alors l'arrêté là que je vous ai lu, qui a précisé le terme que l'on devait mettre, il est sorti le 28 juin. Et le 1er juillet, les affichages devaient être en place. Donc entre le 28 juin et le 1er juillet, il y a dû y avoir du travail en rayon, quoi. Parce que c'est un vendredi le 28 et le 1er juillet c'est un lundi. Donc le samedi dimanche, là, ça a dû aller mettre des affichettes dans tous les allées des magasins pour lesquels il y avait des produits concernés par la réduflation. Moi je vais garder le mot français. Parce que vraiment, je trouve ça beaucoup plus drôle. Voilà. D'ailleurs, ça a été reprécisé sur le site entreprendre.service-public.fr. On retrouve les informations. Donc, il y a même quelques petites précisions intéressantes, comme le fait que les produits concernés, c'est bien les denrées alimentaires, ou les produits non alimentaires vendus dans une quantité, poids ou volume constante, produits ménagers, produits pour bébés, par exemple. Intéressant aussi. Voilà. Produits ménagers, je sais pas, imaginons que vous achetiez votre produit vaisselle, il faisait 50 centilitres et maintenant il en fait plus de 40.
eh bien normalement il faudra qu'il y ait l'affichage qui vous l'indique. Ne sont pas concernés les denrées alimentaires préemballées à quantité variable ou vendues en vrac. Cette obligation d'information s'applique durant les 2 premiers mois de la commercialisation du produit concerné. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, en gros, vous changez la quantité, vous changez le nombre de cookies de votre paquet de cookies. À partir du moment où vous faites ça, vous devez informer de la baisse pendant 2 mois. Et au bout des 2 mois, vous pouvez retirer le panneau ou l'information sur le produit. 2 mois, c'est à la fois long et court, mais ça veut dire quand même s'il y a une pratique importante de la réduflation, on va quand même devoir se multiplier a priori les affichettes qui informent de ce type de choses. Alors évidemment, hein, il faut que les mentions soient affichées de façon lisible, avec la même taille de caractère que celle utilisée pour l'indication du prix du produit. Tout ça, c'est réglementé, hein, pour faire en sorte qu'on soit sûr que les personnes puissent facilement trouver l'information. Et je sais que vous vous le demandez, vous dites, mais David, si on ne met pas l'affichette, si on ne communique pas cette information, que se passe-t-il? Eh bien, on a des amendes. 3 000 € pour un commerçant personne physique. Alors, à mon avis, il n'y en a aucun. Commerçant personne physique qui a une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, il ne devrait pas y en avoir beaucoup quand même aujourd'hui. Par contre, pour une personne morale, c'est 15 000 € d'amende. J'imagine que c'est 15 000 € d'amende par manquement. A priori. Pas sûr, hein, mais j'imagine que ça pourrait être ça. Et donc, il va y avoir des contrôles des agents de la DGCCRF. DGCCRF, vous les connaissez, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. C'est les mêmes agents qui peuvent demain vous contrôler vos conditions générales de vente. Pour la petite histoire, je ne sais pas si je l'ai dit vendredi, mais j'ai déjà eu un client, une grosse entreprise, qui a fait l'objet d'un contrôle DGCCRF. Hein. Ils l'ont contrôlé ses produits, l'application des normes, la documentation sur les normes, et ils ont contrôlé bien sûr les conditions générales de vente. Et il y avait quelques points chez ce client qui n'étaient pas très carrés sur les conditions générales de vente, et ils ont eu une injonction de la DGCCRF de se mettre en conformité sous 30 jours, sous peine de recevoir une amende significative. Voilà. Donc les contrôles DGCCRF, ça existe, hein. Et ça ne concerne pas forcément que des choses qui peuvent sembler loin de nous. Ah, c'est mon contrôle. Ah oui, mon exposition, elle était... Faire ça, c'est mieux. Je ne sais pas comment faire, mais mon réglage, il ne se sauvegarde pas, en fait. Ok, on va essayer de faire comme ça. J'ai une question un peu technique. Est-ce que la SCI est une arme contre l'ISF? Non. En fait, les parts de SCI rentrent dans... Si le bien immobilier qui est détenu par la SCI devrait rentrer dans la règle de calcul de l'ISF, la valeur des parts rentre dans l'ISF. Je m'explique, imaginons que je suis très riche en cash, mais pas assez pour payer l'ISF. Est-ce que le fait d'acheter plusieurs biens qui vont prendre de la valeur en SCI me protégerait contre l'ISF ou ça ne change absolument rien? Ça ne change rien. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, l'ISF n'existe plus, hein. C'est l'impôt, aujourd'hui c'est un impôt sur la fortune immobilière, ce qu'on appelle l'IFI. Et les parts de SCI sont prises en compte normalement dans le calcul de l'IFI, si je dis pas de bêtises. Hein. On peut se faire un petit coup de vérification de l'impôt sur la fortune immobilière, comme ça on se regarde ça, tiens. Donc il faut que votre fortune immobilière nette, sa valeur nette, hein, dépasse les 1 300 000. Et cela comprend tous les biens et droits immobiliers détenus directement et indirectement. Donc, tout ce qui est détenu indirectement, c'est pris en compte. Donc, ça revient à prendre la valeur des parts de vos SCI. Certains biens sont partiellement ou totalement exonérés et certaines dettes peuvent être déduites de la valeur de votre patrimoine avant impôt. Voilà. Donc, pour payer l'IFI, il faut être à au-dessus d'1,3 million en valeur patrimoniale immobilier. Quels sont les biens que vous devez déclarer en IFI qui sont retenus? On retrouve les biens immobiliers bâtis à usage personnel ou mis en location, maisons, appartements et leurs dépendances, les bâtiments classés monuments historiques, les biens immobiliers en cours de construction au 1er janvier, les biens immobiliers non bâtis, les terrains à bâtir, terres agricoles par exemple, les biens immobiliers ou fractions de biens immobiliers représentés par des parts de sociétés immobilières. Et voilà, voilà, Yass. Je vous l'avais dit. Hein. Les droits immobiliers aussi.
Par exemple, si vous avez un usufruit, ben ça compte. La valeur de votre usufruit compte. Le droit d'usage ou d'habitation. Les parts ou actions détenues dans des sociétés ou organismes possédant des biens ou des droits immobiliers, à concurrence de la valeur des actifs immobiliers. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas trop de doute, hein, du coup. Yes. Comment vous déclarez, comment on retient, quelle valeur on retient? Ben, les parts de société, et oui. En fait, les parts de société, c'est biens immobiliers ou fractions de biens immobiliers représentés par des parts de société immobilières. Sachant qu'une société immobilière, c'est une société dont 50% des actifs est de l'immobilier. En gros, pour faire simple. Donc une SCI, elle n'est jamais pas immobilière. Et vous pouvez faire ça dans une SAS, vous achetez tous vos biens immobiliers en SAS ou en SARL, ça sera quand même une société immobilière. Donc oui, les parts de société sont concernées. Donc pour calculer la valeur, il faut prendre la valeur vénale réelle. C'est le prix auquel il aurait pu être vendu sur le marché au 1er janvier. Donc vous devez avoir une idée du prix de vos biens immobiliers au 1er janvier. Et c'est la valeur totale cumulée de tout ça qui va permettre de savoir si vous relevez de l'impôt sur la fortune immobilière. Et donc vous pouvez estimer la valeur d'un bien immobilier en utilisant un service en ligne par exemple. Et pour le calcul, ça c'est sur service public. Je le mets dans le chat. Tout ce que je lis là c'est sur service public. J'invente rien. J'ai mis dans le chat. Et la résidence principale fait l'objet d'un abattement de 30% sur sa valeur au 1er janvier. Donc la résidence principale aussi est concernée. Ça, vous avez une très très grosse résidence principale. Bien sûr, et on retrouve, ça a toujours été le cas, les biens immobiliers utilisés pour votre activité professionnelle. Les bois et forêts sous engagement d'exploitation ou à usage professionnel, les biens ruraux loués à long terme ou à usage professionnel. Terrains agricoles, bâtiments et matériel d'exploitation, logements loués, meublés, sous régime fiscal du loueur en meublé professionnel. Voilà. Donc par exemple, vous avez des exonérations si vous êtes en LMNP. Le bien qui est sous le statut LMNP bénéficie d'une exonération d'IFI. Et ça, c'est pas mal quand même, parce que le LMNP, en plus d'être un régime quand même incroyable fiscalement, vous permet en plus potentiellement de réduire votre IFI. Tout est bon dans le LMNP. Voilà. Ça sera mon expression du jour. Certains biens sont partiellement ou totalement exonérés. Là, après, il faut aller voir dans le détail, hein, dans la documentation. Bon, on peut aller voir. Hein. IFI, BOFIP. On va aller voir le BOFIP. Est-ce qu'on trouve les actifs exonérés d'IFI? Ils sont là. Hop. Alors. Une exonération totale est prévue sous certaines conditions en faveur des actifs professionnels mentionnés à l'article 975 du Code général des impôts. Bah, ça fait des années qu'on se dit que le LMNP va finir par disparaître. Aujourd'hui, il est toujours là. Donc, voilà, hein, je peux vous dire que ça. Est-ce qu'il va disparaître? Bah, il faudrait une volonté législative de le faire disparaître. Et spoiler, actuellement, les volontés législatives sont bien tempérées. Hein. Toutes les unes, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Donc, en tout cas, a priori, c'est pas prévu. Mais on s'attend à ce qu'un jour, les gens, il y ait des gens qui tapent dessus, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même le beurre, l'argent du beurre, et je vais pas finir ma phrase, mais c'est un peu ça le LMNP. Donc si vous avez la possibilité d'en avoir un, n'hésitez pas. Voilà. Et sachez qu'on les suit en compta, on peut vous aider pour les faire et on les suit en compta chez Dougs. Donc l'article 975, a priori, il prévoit des exonérations. Donc je vais vous trouver des exemples. Déjà, on peut regarder l'article 975. Je dis, on peut regarder, mais je ne sais pas si je vous le lis parce qu'il faut savoir que les articles du Code général des impôts, ça peut durer 3/4 d'heure à lire. Mais si vous vous ennuyez et vous dites, tiens, samedi après-midi, plutôt que d'aller à la piscine, on ne se lirait pas l'article 975 du Code général des impôts, je vous le mets dans le chat. Mais ça, c'est vraiment pour vous satisfaire, vous occuper vos samedis après-midi. Hein. Donc, c'est sur la section des actifs dits exonérés. Et là, vous avez tout un tas de conditions. Hop. Et salut! Je me demande si c'est pas un spam, ça. Hop là. On supprime le message.
Pas de spam sur ce chat. Non, merci. Donc, je vais essayer de vous trouver un exemple plutôt sur le BOFI parce qu'ils en ont mis un. Ok, on a un chapitre sur les actifs professionnels. C'est plutôt sur celui-ci qu'on va aller voir. Donc, vous avez quoi comme actifs? Vous avez les actifs attachés à l'exercice à titre principal d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les actifs affectés à l'activité opérationnelle d'une société soumise à l'impôt sur le revenu dans laquelle le redevable exerce son activité principale. Et les actifs affectés à l'activité professionnelle d'une société à l'IS, ok. Donc par exemple, il y a un chapitre complet sur votre SCI ou votre bien immobilier que vous louez à une SASU ou une SAS à l'IS ou à une société à l'IR. Il y a 2 chapitres spécifiques là-dessus pour savoir si vous êtes exonéré. On va se contenter des sociétés à l'IS. Donc les biens ou droits immobiliers mentionnés au premier mot du 965 sont exonérés lorsqu'ils sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, etc. Et les conditions, c'est le redevable, celui qui devrait, le propriétaire, celui qui devrait payer l'impôt sur la fortune immobilière, il faut qu'il y exerce personnellement, de manière effective, l'une des fonctions limitativement énumérées à l'article 3 du 975 du CGI. Donc, globalement, je pense que ça va être président ou directeur général ou gérant de société. Je ne vais pas voir dans le détail, mais je pense que c'est ça. En gros, il faut que vous soyez une fonction dans la société. Et il faut qu'il détienne au moins 25% des droits de vote attachés au titre émis en représentation du capital de la société directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leur ascendant ou descendant et leurs frères et sœurs. En gros. Donc, ce qu'on peut dire, je vais aller voir le troisièmement, c'est ça. Hein, pour les fonctions dans lesquelles on peut être exonéré, c'est gérant de SARL, président, directeur général pour les sociétés par action. En gros. Donc, si vous avez un bien immobilier qui est utilisé à titre professionnel, c'est-à-dire qu'il est loué par une de vos sociétés à l'impôt sur les sociétés, que dans cette société à l'impôt sur les sociétés, vous êtes soit gérant, soit président, soit directeur général, et que vous détenez plus de 25% des droits de vote, donc en gros du capital la plupart du temps, ben le bien immobilier, il ne va pas rentrer dans l'assiette de calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. D'accord ? Ce qui est, en fait, c'est les conditions qu'on retrouve au troisièmement de l'article que je vous ai mis dans le chat. Alors, le seuil de 25%, il peut être réduit dans certains cas. Je ne rentre pas dans les détails. Hein. Après, si vous voulez, si vous êtes concerné, moi, je vous conseille de prendre une consultation fiscaliste chez Dougs. Mes collègues de la fiscalité pourront vous faire un travail aux petits oignons, bien sûr. Enfin, là, on a quand même traité un petit morceau là avec les sociétés à l'IS. On est pas mal. C'est ce qui me semble le morceau le plus intéressant. Ah, et attendez, en fait, j'aurais dû... Je vous mets le lien vers le BOFIP, c'est cadeau. Je sais que c'est une lecture qui n'est pas évidente, mais au moins, comme ça, je vous source ce que je vous raconte. Voilà. Et si vous avez besoin de retrouver les infos, eh bien, vous pouvez vous les mettre peut-être ces liens en favori, par exemple, tout simplement. Et écoutez, Yas, ça va être grand plaisir. J'avais pas prévu de parler de l'IFI spécialement aujourd'hui, mais c'est cool, ça sert à ça, cette quotidienne. J'en suis très content. Très content aussi de voir qu'on est de plus en plus de personnes qui suivent la chaîne. On est proche des 180, qui est un peu notre objectif là, que Twitch nous a fixé. De plus en plus nombreux, donc c'est très très cool. Et je vois qu'on continue à publier sur la chaîne de la quotidienne juridique les replays. C'est sorti hier comment bien faire son assemblée générale ordinaire annuelle. Donc ça c'est un replay d'une vidéo que j'avais fait sur Twitch, un live il y a quelques temps et qui était pas mal du tout. Il y a en 2 ou 3 parties je crois. Donc on vous mettra bien sûr les autres parties et pour vous aider. Donc faut pas hésiter. Même si moi ça me fait bizarre de voir ma grosse tête partout là. La chaîne, elle s'appelle La Quotidienne Juridique. On l'a appelée comme ça, parce qu'en fait, je présentais souvent la chaîne de cette manière. Enfin, quand on commençait Voilà, elle est là. Je vous ai mis le lien. On va l'épingler. Pouf. Donc là, on met les replays et on met aussi des replays un peu plus anciens. On met pas que ceux qui sont récents. On essaie aussi de reprendre les anciens qui peuvent être intéressants pour tout le monde. Voilà.
Donc faut pas hésiter. Et je vous rappelle que le 24 juillet, on reçoit Émilie Fatkic, expert comptable de chez Douglas, dans la quotidienne juridique. Je vais l'interviewer sur le sujet des valorisations d'entreprise. N'hésitez pas à être là. Si vous n'êtes pas là, regardez le replay. Et puis, et si jamais vous voulez que je lui pose des questions particulières sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Moi, j'ai préparé une liste de questions pour lui poser. Mais si vous avez des questions qui vous viennent sur le sujet, n'hésitez pas. Soit vous me les dites à l'avance et moi je vois pour les rajouter sur ma liste. Soit bien sûr, je prendrai des questions en live le jour du live, parce que c'est tout l'intérêt d'être en live. Et ça sera à 14h le mercredi 24. Voilà. Donc il faudra être nombreux. Voilà. D'ici là, j'aimerais bien qu'on ait 200 personnes qui nous suivent. Ça serait cool. Et puis qu'on ait du monde pour accueillir Émilie. Je compte sur vous. Voilà. Du coup, je ne sais pas si je l'ai déprogrammé. Il faut que je le déprogramme. On a un... Je ne serai pas disponible jeudi, comme souvent le jeudi. Oh, merci beaucoup à Mada Shaw qui nous suit. Bienvenue, ça fait très très plaisir. Quoi, il nous manque plus qu'un follow pour atteindre les 180. Et n'hésitez pas aussi d'ailleurs, si vous n'êtes pas client Douglas par exemple, que vous dites mais moi je veux soutenir Douglas, je veux soutenir ce live, et bien sachez que vous avez le droit de vous abonner à la chaîne Twitch. Vous n'aurez plus de publicité, je crois en plus. Voilà. Et si vous avez un abonnement Prime, vous pouvez vous y abonner à la chaîne Twitch sans même sortir 1 euro de votre poche. Et ça c'est trop bien. Celui de ce soir, je vais mettre que je le passe, mais peut-être que je viendrai. Je préfère le mettre dans ce sens-là. Voilà, comme ça j'ai mis à jour ça. Enfin, je regarde pour mettre une bande-annonce sur la chaîne Twitch aussi. Salut Nico. Petite question fin de portabilité. Encore avec des ARE jusqu'à mars. Je bénéficie de la portabilité mutuelle prévoyance jusqu'à fin août. Je vais prendre une mutuelle pour début septembre, mais qu'en est-il de la prévoyance? Un intérêt quand on touche les ARE? Normalement, tant que vous êtes sous ARE, votre prévoyance, elle est couverte. Voilà. Donc pas forcément utile pour la prévoyance. Si par la prévoyance, bien sûr, on entend le fait d'avoir des IJ, ce genre de choses, en cas de difficulté, vous êtes couvert sous ARE. Voilà. Donc quand on est à l'ARE, on n'a pas forcément besoin de prendre beaucoup de complémentaires. C'est important d'avoir en tête, hein, l'ARE, c'est un revenu de remplacement qui cotise. Quand vous touchez votre ARE, vous touchez des cotisations. Voilà. Pas vous touchez des cotisations. Vous cotisez. Je me suis perdu à cause du message fou. D'ailleurs, c'est souvent pour ça, hein, Nico, que quand on démarre et qu'on a l'ARE, c'est vraiment très très intéressant d'être en SASU pour éviter d'avoir à payer des cotisations, même minimum, pour avoir une protection sociale, parce qu'elle est inclue dans les cotisations que vous payez. Quand vous touchez votre ARE, votre ARE vous permet de cotiser. Et ces cotisations vous couvrent. Et vous gagnez également... le terme gagner, on est d'accord. C'est votre argent, en fait. En fait, il faut toujours se dire, l'ARE, c'est du revenu différé. Vous aviez cotisé. C'est comme si vous aviez mis de l'argent de côté auprès d'une caisse. Là, vous en avez besoin, l'État vous le rend, quoi. Donc, faut toujours avoir en tête, hein, l'ARE, c'est ce qu'on appelle du revenu différé. Voilà. Après, ça fait partie des revenus différés. Des fois, on est content si on les touche jamais, quoi. Un peu comme les remboursements de soins, etc. On s'en passe. mais voilà. Vous avez aussi vous validez vos trimestres de retraite aussi sous ARE. Vous voyez, c'est le terme validé, c'est le terme que je cherchais à la base. Donc ça fonctionne mieux, validé. Voilà. Sachant qu'on peut aussi acheter des trimestres. Il faut savoir qu'on a la possibilité d'acheter des trimestres. Si on veut pour partir en retraite plus tôt, par exemple, on peut s'acheter des trimestres. Alors je crois que c'est limité, hein, c'est encadré, mais c'est possible. J'en profite pour faire un petit point d'étape. Je regarde un peu les stats de la chaîne YouTube. Sachez que en un mois aujourd'hui,
Eh bien, j'ai passé 24 heures complets en direct avec vous. Voilà, 24 heures. C'est comme si on était partis 24 heures ensemble. Voilà. J'en profite pour vous remercier tous, particulièrement ceux que vous êtes, qui est très présents, qui venaient très régulièrement venir discuter avec moi, papoter avec moi, ça rend très très cool. J'espère qu'on va continuer à faire grandir cette chaîne, ramener un maximum d'entrepreneurs. Voilà. D'un point de vue de la chaîne Twitch, il nous faudrait avoir beaucoup plus de spectateurs et on a quasiment tout pour valider le fait de devenir un partenaire Twitch. Il nous faut juste plus de spectateurs moyens par jour sur 30 jours. Sachez-le. Je vous dis tout. Cette chaîne communautaire. Là, on a coché toutes les cases de la chaîne pour rentrer dans ce qu'on appelle le système de partenariat Twitch. Pour cela, il nous manque plus que quelque chose qui n'est pas forcément évident à avoir. Hein. C'est 75 spectateurs en moyenne sur 23 heures de live. Donc c'est des choses qu'on n'atteindra pas tout de suite. Moi j'aimerais bien, mais ça va encore prendre du temps. Et quand je me suis lancé sur cette idée de chaîne Twitch, Patrick Maurice, qui lui a connu ça aussi au début de la chaîne YouTube principale de Doug, hein, il m'a prévenu, il m'a dit au début, il y a une traversée du désert. Voilà. Mais je suis content de voir que cette communauté grandit. Et je me questionnais l'autre jour de est-ce que cette communauté, on ne devrait pas avoir un espace pour échanger. Alors je suis un peu fou hein, en disant ça, mais j'avais pensé éventuellement à des choses comme un Discord, des choses comme ça. Si un jour on est nombreux, peut-être qu'on pourrait envisager aussi des choses comme ça. Pourquoi pas. La seule chose qui nous arrête chez Dougs, c'est l'imagination. Notre credo. Et encore, même ça ne nous arrête pas. 14h55, il nous reste 5 minutes ensemble. Si vous avez une question, c'est le moment ou jamais. Et puis, sinon, moi, vers 15h, je vous restera à vous souhaiter une belle journée à tous. Et merci beaucoup à toi, Yassin. Tu fais, je crois, partie des personnes les plus régulières. Ça fait vraiment très plaisir. C'est cool. Merci à tous les autres aussi, bien sûr. C'est vrai qu'il y a Stella souvent. Donc, c'est cool. C'est cool de se sentir soutenu. J'ai essayé de faire un peu de publicité sur le webinaire hier que j'ai animé pour voir si ça pouvait attirer des personnes. C'est vrai que les personnes qui suivent les webinaires de Dougs, je me dis ils pourraient être intéressés par le format, quoi. Parce que c'est du quasi-webinar. On continue de recruter dans le service juridique aussi, si jamais vous connaissez des juristes, principalement des profils qui ont validé ce qu'on appelle un Master 2 en droit des affaires, droit des sociétés. N'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, vous me les envoyez sur LinkedIn par exemple, vous n'hésitez pas. On est en phase de recrutement au service juridique de Doux. On essaie de renforcer et muscler nos équipes. C'est vrai qu'on pourrait, ça on peut le modifier facilement. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme hashtag? Là j'avais mis français, ça c'est recommandé par Twitch. C'est pour préciser la langue. Entrepreneur, création d'entreprise, business, juridique, conseil, entreprendre, SASU, EURL, création. Je sais pas, on peut rajouter quoi? SCI. Ah mais c'est limité à 10 tags. Faut que j'en retire un si je veux en rajouter un. On pourrait rajouter comptabilité, ouais. On pourrait mettre imprimer ça par exemple. Comptabilité, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Juridique, je l'ai mis, mais je suis limité à 10 tags. Plutôt que mettre entreprendre, on va mettre entrepreneuriat peut-être. Ou entrepreneur. Entrepreneur, c'est pas mal. Je pense qu'on peut retirer français puisqu'on a mis en langue du stream. Et on peut mettre autre chose à la place. Fiscalité. Ouais, j'ai modifié les petites bulles. Écoutez, on verra. Hein. Mais on fait pas de fraude fiscale. Nous n'avons pas besoin de faire de fraude fiscale. On fait de l'optimisation fiscale, Yas. Tout de suite de la fraude. Comme vous y allez, comme tu y vas. On optimise, c'est différent. C'est légal, l'optimisation. Pour avoir du bad buzz. Ouais, je suis pas sûr qu'on a envie d'avoir du bad buzz. Hein. Faire attention à son image, quand même. Écoutez, les 15h, il n'y a pas spécialement de nouvelles questions qui arrivent. Et moi, je vais du coup aller à mes activités suivantes. J'ai des réunions qui m'attendent.
l'un des réunions un peu techniques. Ouais, c'est une stratégie en marketing. Après, je sais pas, aujourd'hui, en tout cas, je crois pas que ce soit une stratégie dans laquelle Douglas souhaite se lancer. Mais effectivement, en marketing, je crois que l'adage, c'est vaut mieux un bad buzz que pas de buzz du tout, quoi. Dans le sens où ça fait parler, quoi. Mais bon. Voilà. On arrive à la fin de cette quotidienne juridique. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. C'était chouette. On a parlé fiscalité immobilière. On a parlé de réduflation. N'oubliez pas votre petit défi de caler le mot réduflation auprès de vos proches dans les prochains jours. Voilà, vous penserez un petit peu à moi comme ça. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Je vous dis peut-être à ce soir si je passe. Si vous avez activé les notifs, vous me verrez peut-être passer. Sinon, bien sûr, demain 14h. Je vous souhaite à tous une très très belle après-midi. À très vite chez 12. Salut sur Twitch. Bye.